Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce mardi 17 octobre 2023. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Allons d'abord en kiosque découvrir les principales manchettes proposées par les journaux ce matin. La nouvelle expression qui s'intéresse au mouvement OTS-OTA. Comment trouver les sources de paiement, titre la nouvelle expression de ce jour. Un Camerounais expert en finance aux États-Unis suggère au gouvernement camerounais où il peut chercher de l'argent pour apurer les factures des enseignants en général. Ce chercheur, dont c'est Olivier Yochai, il est docteur en finance et il réside du côté des États-Unis. Retrouvez la solution proposée au gouvernement en page 2 de la nouvelle expression. Le quotidien Émergence s'intéresse à l'enseignement supérieur. Pourquoi les enseignants sont en colère, titre le journal Émergence. Les enseignants du supérieur qui sont également rentrés en grève hier, le 16 octobre 2023. Ils exigent le paiement sans délai de la troisième tranche de la prime spéciale de la modernisation de la recherche pour le compte de l'année 2023 à tous les enseignants du supérieur, qui d'ailleurs, rendus au 15 octobre 2023, n'ont pas pour la plupart été payés. La transparence dans la tenue des états de la dette académique au niveau de chaque université, ainsi que la publication d'un calendrier de paiement à court terme. Vous aurez des détails sur leurs revendications dans les colonnes du journal Émergence. À la une du Messager de ce matin, GSIC 2023, la recherche dans ses habits neufs, titre le Messager. Les journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun s'ouvrent aujourd'hui à Yaoundé, quelques jours après la signature du décret présidentiel sur le statut spécial des chercheurs. Évocation en page 6 et 7 du Messager. À la une de mutation, transport routier, la grève au Moulinex dans les coulisses de la levée du mot d'ordre de débrayage prévu le 19 octobre suite à un conclave au ministère de l'administration territoriale. À la une de Cameroun Tribune de ce matin, Bankolo, ça déménage, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Plus d'une semaine après le drame qui a causé la mort d'une trentaine de Camerounais, des fouilles se poursuivent dans l'espoir de trouver les victimes qui manquent à l'appel. Une cinquantaine d'habitations situées dans la zone à risque ont été détruites afin de prévenir une autre catastrophe et les sinistrés sont pris en charge par le gouvernement et actuellement logés à la maison du parti de Komkana. Des détails en pages 16 et 17 de Cameroun Tribune. À la une de l'économie quotidienne de ce matin, Aladi Abo Ousmanou, ce qu'il faut retenir de moi, le testament de l'homme d'affaires décédé et inhumé le week-end dernier en Gaoundéré. Hommage et témoignages, round-up des entreprises que laisse le défunt à lire dans l'économie quotidienne. À la une de l'actu sport de ce matin, Lions indomptables, l'équipe du Cameroun se cherche toujours, titre l'actu sport. Battu jeudi et lundi sur le même score 1-0 par la Russie et le Sénégal, le Cameroun n'a pas réellement profité de ces deux matchs amicaux pour se donner de l'assurance. Le chantier reste entier à moins de 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, où les quintuples champions d'Afrique tombent dans le groupe de la mort, nous dit donc l'actu sport. Autres détails dans les colonnes de ce journal. Voilà pour l'essentiel des tabloïds sélectionnés dans le cadre de cette émission de la revue des Grandes Unes. On va à présent accueillir nos invités en plateau pour en parler. Rodrigo Tchokoa, bonjour et bienvenue. Bonjour à Chikamga, bonjour à Hervé Villard et bonjour à nos très chers téléspectateurs, en espérant que le jour est bon pour tout le monde. Parce que tout à l'heure, les sujets dans l'actualité nous permettront de savoir si le jour est bon pour tous les Camerounais ou pas. On prendra donc la température, le baromètre tout à l'heure avec les unes des journaux. Le temps pour nous d'accueillir Hervé Villandjele. Good morning to you, sir. Good morning, Achille Kamga. Good morning to Rodrigo Chukwa. Good morning to all the those who watch this program. Good morning to my brother and sister of the Anglophone zone. I will also say good morning to all the Cameroonians who are abroad, those of Canada, those of US, those who are in European continent. I mean that we are happy to be here this morning. And we are going to share, it just beat a information time. We are happy to have you on this program ce matin. Voilà la revue des grandes. Not easy to be bilingual à Chikamga. Le Cameroun, c'est un pays bilingue. Donc on se doit de parler anglais et français. Voilà donc allez, un peu de sérieux sur ce plateau. On va aller donc décrypter l'actualité avec vous, chers messieurs. On va commencer par ce sujet proposé par la nouvelle expression sur la grève des enseignants OTS.
OTA. Il y a un autre chercheur, donc le docteur Olivier Yocha, qui propose une autre solution. On avait parlé des titrisations et aujourd'hui il nous parle de l'emprunt obligataire au digue Tchokoa. Est-ce là une autre piste de solution pour le gouvernement afin de véritablement venir à bout de cette dette qui asfixie les enseignants au Cameroun? Oui, d'abord, le premier constat qu'il faut faire, c'est que c'est un sujet qui préoccupe pratiquement tout le monde, pas seulement les membres du gouvernement. Vous voyez la liste, la panoplie des propositions en termes de solutions qui sont proposées au gouvernement pour pouvoir résoudre cette crise. C'est la preuve que c'est un sujet qui préoccupe tout le monde et puis on ne peut pas comprendre que dans un pays, ce qui se pose là, c'est que il se trouve qu'il y a un système d'intégration, il y a un système d'avancement dans le recrutement qui est fait des enseignants de l'ordre de l'enseignement public. Mais entre-temps, les choses ne se sont pas bien passées, ce qui fait que des dettes se sont accumulées durant des années. Et il se trouve même que ceux des enseignants qui sortent des écoles aujourd'hui, quand ils rentrent, effectivement, ils rentrent dans ce système-là et c'est les dettes de l'État qui sont mortes. Donc c'est un sujet qui préoccupe. Et puis il y a cet expert qui a proposé, le docteur Yocha Olivier, qui propose l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire, c'est quoi? C'est-à-dire que amener la dette des enseignants sur la place publique et demander aux gens de pouvoir verser de l'argent, quitte à ce que, après un certain nombre d'échéances, que ces créanciers puissent rentrer dans leurs fonds. C'est-à-dire que c'est venir en aide de l'État. C'est une des solutions ajoutée à la solution qui a été déjà proposée concernant la titrisation, c'est-à-dire que qui consiste à amener la dette des enseignants dans le marché de la bourse. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que donc c'est autant de solutions. Mais en même temps, quand nous écoutons toutes ces solutions-là, on se pose en même temps des questions. Est-ce que ce n'est pas des solutions? Est-ce que ces solutions ont manqué à l'État? Parce que le réel problème, c'est que, effectivement, ces solutions sont proposées par des experts parce que certaines sources font état de ce que l'État n'a pas d'argent, c'est-à-dire que l'État est tellement surendetté qu'il est même noté sur le marché, sur la place financière, sur le marché financier, l'État en ce moment. Voyez-vous que c'est un État qui est endetté près de 12 000 milliards. Et voilà un sujet comme celui-là, la question des enseignants, qui se pose encore sur la table. Il faut rappeler que en dehors des enseignants du secondaire, il y a également les enseignants du public, du supérieur, qui effectivement sont entrés en grève. Oui, on va en parler tout à l'heure. Restons d'abord sur ces solutions proposées par le docteur Olivier Yocha. Vous l'avez parcouru, Hervé Villa-Ndjélé. On a souvent vu l'État lancer l'emprunt obligataire pour financer ses projets. Il y a des banques, il y a des particuliers qui souscrivent parce qu'effectivement l'offre est aussi alléchante. Il parle justement d'un emprunt obligataire spécial enseignant de 180 milliards de francs CFA et à 6,5% donc de bénéfices. Est-ce que vous pensez que c'est une solution plausible dans notre contexte aujourd'hui? Oui, c'est l'une des solutions parmi des multiples solutions qui sont déjà proposées pour résoudre le problème des enseignants. Et Rodrigue a bien fait de le mentionner à l'entame de ce programme. Il a fait savoir que ce sujet concerne tous les Camerounais et toutes les expertises sont sollicitées pour pouvoir trouver des voies et sorties de cette crise qui perturbe l'éducation des Camerounais de demain. Vous savez que je l'ai souvent rappelé sur ce plateau qu'un État qui se veut émergent doit d'abord investir dans le domaine de l'éducation. Parce que c'est ça qui est le domaine de la recherche, qui est la recherche de pointe. Or, c'est l'éducation qui permet de développer, c'est l'éducation qui permet de construire. Et sans éducation, on est voué à l'échec. Effectivement, au nom du rôle important que l'éducation joue dans le développement économique, social même d'un État, il y a que tout le monde peut aujourd'hui proposer des voies, des moyens de sortir de crise. Sauf que les propositions qui sont faites sont des propositions extérieures. Qu'est-ce que l'État lui-même a proposé? Effectivement. C'est la question que vous voulez se poser. Qu'est-ce que l'État lui-même a proposé? L'État n'a même pas envie de résoudre ce problème. Est-ce qu'on a le sentiment que l'État veut effectivement résoudre ce problème? Laisse-moi vous faire comprendre que c'est depuis 1980
que l'État a commencé à accumuler les dettes des enseignants. Plusieurs choses qui n'ont pas été. De 80 aujourd'hui, on est à 43 ans, si je ne me trompe pas. On est à 43 ans au moins. Qu'est-ce qui doit être fait? Il semble même que l'intention de régler cette dette n'est pas perceptible. À côté des nombreuses réunions convoquées par-ci et par-là pour essayer de calmer les uns les autres, rien n'est fait. On a plutôt l'impression que c'est un jeu entre les syndicats, les enseignants et les membres du gouvernement de l'État du Cameroun. Et du coup, on peut comprendre que le mouvement OTS soit mené maintenant par des enseignants qui estiment qu'ils en ont marre, que trop c'est trop. Parce que les syndicats n'ont réussi pas à apporter des solutions et parce que l'État ne propose pas des solutions. Comment vous comprenez vous-même que l'État, dans son ajournement, a proposé un calendrier pour éponger l'espace des enseignants l'an dernier? Alors, l'État l'a fait pour éviter l'année blanche. Sauf que l'État ne respecte pas lui-même les engagements qu'il a pris. Ça traduit le fait qu'il n'y a pas une volonté manifeste, n'est-ce pas, de résoudre ce problème. Et que les propositions apportées, c'est vrai, sont les bienvenues, mais est-ce que ces solutions seront exploitées? Parlons donc de ces propositions faites. Il faut quand même rappeler que le docteur Yocha Olivier, qui propose l'emploi obligataire pour pouvoir financer les revendications des enseignants, il n'est pas le premier. Et en plus, l'État l'a fait pour résoudre plusieurs autres problèmes au Cameroun. Si l'État lance un emploi obligatoire spécial enseignant, ce ne sera pas le premier. Je me souviens qu'il y a 2 ans, l'État lançait un emploi obligatoire pour le financement de plusieurs projets au Cameroun. Et on peut convoquer le fait que l'État a fait des emprunts auprès de Exim Bank pour financer la construction des stades de nombreux chantiers au Cameroun pour accueillir la CAN 2019, qui s'est finalement tenue chez nous en 2021, pour ne pas 2022, pour être plus exact. Pourquoi pensez-vous que si on avait pris à cœur ce problème, comme un problème central dans la construction et le développement d'un État, que l'État n'ait pas pensé lancer un emploi obligataire pour pouvoir résoudre ce problème-là? L'État ne l'a pas fait. Vous pensez qu'au sein de l'État, on manque des experts financiers? Non. Il y en a plein. Des propositions sont faites. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas écoutés parce que le problème des enseignants ne fait pas partie des problèmes primordiaux, des problèmes centraux. Pourtant, on devrait y penser. Donc, l'emploi obligataire, c'est une bonne solution parce que l'État met sur la place publique que le problème des enseignants et cette bourse et les particuliers financent. L'État emprunte de l'argent auprès des particuliers et remboursera. Mais la question est de savoir, est-ce que l'État veut le faire? Est-ce que l'État va rembourser après? Et peut-être notre inquiétude peut aussi être sur le fait que l'État qui n'est pas insolvable n'est plus crédible. Parce que lui-même, le docteur Yocha l'a dit, en ce qui concerne la titrisation, est-ce que les Camerounais sont prêts alors des institutions financières, par exemple, pour se lancer dans un emploi obligataire? En effet, et l'une des observations que le docteur Yocha fait pertinemment, c'est que en matière d'emprunt, peut-être que ce que l'État peut faire, comme il a l'habitude de faire en Afrique, dans la zone CEMAC, que lancer un emprunt obligataire où des citoyens s'engagent, quitte à ce qu'après une certaine échéance, il y a ce qu'on appelle la rémunération, c'est les obligations qui sont payées aux citoyens. Il y a ça, mais il se trouve que c'est le même État qui est surendetté. C'est le même État qui est surendetté, je disais près de 12 000 milliards déjà. Mais en même temps, on se rend compte que si cet État avait la volonté de résoudre le problème, je pense qu'il trouverait les moyens du financement. Parce que quand il veut trouver les moyens, il le trouve. La preuve, c'est qu'il y a ces nombreux projets qui ont été financés à grands milliards, mais sous fond d'emprunts c'est de l'emprunt qui ont été faits. Et je pense que, comme Hervé Villard le disait tout à l'heure, si l'État voulait résoudre ce problème, il aurait fait. Mais malheureusement, ce qu'on constate, il procède par des crocs en jambes, font des réunions, font des promesses qui, à la fin, ils ne tiennent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas une réelle volonté de résoudre ce problème. Vous allez donc retrouver les détails si vous permettez, Achille, cette solution. Oui, je voudrais ajouter que sur le plan d'emploi obligataire, on a reçu il y a 2 ans ici le ministre des Finances. Il veut lancer, n'est-ce pas, un emploi obligataire qui, à la fin du projet, avait reçu à près de 150% de reçu de l'emploi obligataire. Comme pour dire que l'État du Cameroun est encore crédible sur la place du marché.
C'est au niveau de la bourse. On a fait comprendre qu'effectivement, au niveau de la bourse, que l'État a un peu régressé au vu. Et sur la place du marché, le marché boursier. Oui. Sur la place du marché boursier, que la Cour d'État a un peu baissé. Mais le Cameroun a les moyens, a toutes les garanties. Tout simplement pour faire les emprunts qu'il veut pour résoudre ses problèmes. Sauf que peut-être que sur la liste des problèmes que l'État a actuellement, le problème des enseignants ne figure pas parmi les plus prioritaires. C'est ce que j'essaie de rappeler ici. Ok. Voilà donc pour cette dette des enseignants, ce que propose l'expert financier Dr Olivier Yocha à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Alors il s'agissait là d'un sujet qui concerne les enseignants du secondaire et même du primaire, mais il y a ceux du supérieur qui sont également rentrés dans la danse depuis hier 16 octobre 2023 et le mot d'ordre de grève donc qui a été effectif. On l'a vu sur le campus des universités hier. Ces enseignants du SNES qui revendiquent notamment le paiement de la 3e tranche de prime spéciale de la modernisation de la recherche et la transparence dans la tenue des étapes de la dette. Ça, c'est grosso modo Hervé Villard Ndjelé. Pourquoi les enseignants sont en colère, nous dit le journal Émergence ce matin. Est-ce qu'on l'a également vu venir cette autre grève? Oui. Je veux dire concernant la grève du SNES que quand ils vont gréver, ils vont faire grève autant pour moi, on va payer. Parce que les premières tranches, les deuxièmes tranches, et même les primes spéciales de recherche, il a fallu que le SNES manifeste intensément pour que le chef d'État demande de paiement dans un décret, accepte effectivement qu'on puisse financer, qu'on puisse commencer à payer les primes de recherche des enseignants. Effectivement, pour qu'on paye la première tranche, il a fallu que les membres du SNES encore manifestent pour qu'on paye. Donc cette fois-ci encore, on va payer parce qu'ils vont manifester. Ce n'est pas par hasard qu'ils le font. C'est devenu comment dire ça? C'est devenu un moyen de pression sur l'État. C'est comme si l'État oubliait que, en réalité, la recherche est un domaine important dans lequel on devrait s'investir pour pouvoir améliorer notre pays. Parce que c'est la recherche qui trouve la solution aux problèmes que nous rencontrons. Or, nous savons tous que le Cameroun a beaucoup de problèmes. Et qui, pour réfléchir? Les enseignants. Ce sont les universitaires qui doivent réfléchir aux problèmes sociaux, aux problèmes économiques que nous rencontrons. Mais sinon pas le moyen de faire ces recherches-là, à quoi serviraient donc les universités? Parce que la mission de l'université, effectivement, c'est d'améliorer, c'est de faire des recherches pour améliorer les conditions socio-professionnelles et même économiques d'un État. Mais questionner la recherche au Cameroun, à quoi ça sert finalement? On va se poser cette question. Or, si les gens n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire, comment voulez-vous proposer des solutions aux problèmes que nous rencontrons? Parce que l'État finit par oublier le rôle des universités. On ne fréquente pas pour fréquenter. L'école n'est pas l'école pour rien. L'école, c'est l'école pour le développement. L'école, c'est l'école pour la construction sociale. Or, si ce n'est pas fait, il faudrait donc... On a l'impression que plus le temps passe, plus on oublie même les missions des institutions que nous-mêmes avons mis sur pied. On savait que les universités avaient pour... C'est pour ça qu'on finance la recherche. Ailleurs, ce sont les domaines de pointe. Mais il faut faire le bilan au Cameroun. Pourquoi beaucoup ne font pas de recherche? Parce qu'on n'a pas de moyens. Et la recherche doit être une recherche poussée. On ne peut pas penser rivaliser avec d'autres grandes nations du monde quand notre recherche n'est pas à la pointe. Donc il faudra financer la recherche des enseignants pour espérer récupérer les résultats pour pouvoir améliorer nos conditions. Je vais sortir par là en disant, Achille, la fuite des cerveaux chez nous. Constatez que dans toutes les grandes universités du monde, il y a toujours des Camerounais et le fruit de la recherche est gardé top secret et exploité par ces nations-là pour pouvoir nous faire concurrence, nous dominer partout et même continuer à nous coloniser sur le plan de la recherche scientifique. Pourtant, ce sont les fils du Cameroun qui font ces recherches. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'ils n'ont pas d'appui. Il faudrait que les têtes du Cameroun passent effectivement à financer la recherche, à mettre un moyen à disposition de nos étudiants, de nos enseignants pour que les résultats au moins ce soient capitalisés chez nous. On ne connaît qu'un seul résultat chez nous. Vous savez que dans la bataille contre la lutte contre le sida, on a eu un seul enseignant chez nous. Au moins c'était peut-être parce qu'il était non seulement était passionné de sa recherche, qu'il a quand même réussi à mettre sur pied un médicament qui réussit quand même à relever le taux de CD4. Hein? Le professeur Anomangou paie à son âme. Or, il y en a comme ça plein à tous les niveaux. Mais si on ne finance pas la recherche, Achille,
on est voué à l'échec, ou bien on est appelé à rester pays pauvre, très endetté. D'accord, et notre réalisateur Mosongo vous a suivi parce qu'il nous a présenté justement cette une du messager qui parle de la recherche scientifique et de l'innovation dont les GSIC 2023 vont se tenir donc au Cameroun dans les 3 prochains jours. Mais revenons sur la grève des enseignants de l'université Rodi Chokwa. Est-ce que justement, comme Hervé Villar l'a dit, il faut chaque fois attendre qu'ils font grève pour pouvoir les payer? Mais non, au moins payer les primes. Bien entendu que non. Un État ne doit pas attendre que les enseignants grèvent pour pouvoir les payer. Il faut noter que parallèlement au problème des enseignants secondaires, je crois que les enseignants ont leurs revendications, leurs revendications en matière de, dites là-bas, de modernisation de la prime. Hein, c'est-à-dire que la prime, prime spéciale de modernisation de la recherche, je crois que c'est l'une des revendications qui existe dans le SINES, le syndicat national des enseignants supérieurs. C'est une revendication qui existe depuis. Et nous avons vu cet enseignant de l'université, Wogem Fotso, toujours cette dame qui est en tête de ce syndicat depuis des années. C'est la secrétaire générale du SINES. En effet. Donc, c'est une revendication qui existe depuis, mais il se trouve que jusqu'aujourd'hui, le problème revient. Ça veut dire que l'État n'a pas pris le problème à bras le corps. Et il va falloir que ce soit un problème qui soit mis sur la table. Selon les responsables du SINES, pour ne pas vous couper, je vous relance, au 15 octobre 2023, l'échéance de paiement, il y a à peine 30% des enseignants qui ont été payés. C'est quand même peu. C'est la totalité quand même. En effet, 30%, c'est très peu. Quand on dit 30%, ça veut dire que sur le pourcentage de 100, il y a près de 70 qui n'ont pas reçu leur prime. C'est la grande majorité. Donc, ce qui fait que l'État doit également se pencher sur leurs problèmes. Mais je vais sortir pour dire que tous ces problèmes que nous évoquons là, je vais classer cela au rang de la mauvaise gouvernance qui caractérise notre pays depuis un certain nombre d'années. Parce qu'il n'y a pas que les problèmes des enseignants. Nous avons des problèmes de route, de graves problèmes de route, que ce soit sur les routes nationales, que ce soit à l'intérieur des villes. Voyez-vous, Hervé et moi sortons de l'enterrement de notre confrère Lindipou. Nous tous avons vécu le mauvais trajet que nous vivons. Et pendant que les routes sont dégradées, on met quand même des péages automatiques pour pouvoir renflouer le fonds. Pendant que des citoyens, des honnêtes citoyens qui payent tous leurs impôts, roulent sur des mauvaises routes. Il y a autant de choses. Il y a le problème de l'énergie électrique, les délestages. C'est un problème qui n'est pas résolu jusqu'à aujourd'hui. Il y a trop de problèmes dans notre pays, ce qui fait que, ma foi, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Il va falloir vraiment que peut-être c'est Dieu qui interviendra pour ce pays, parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement de revendications. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous aurez simplement des détails de cette actualité dans les colonnes du journal Émergence et ceux qui vont s'intéresser justement à ces journées scientifiques. Procurez-vous le messager de ce jour. On va passer à notre sujet et rapidement parlons de ce drame de Mbankolo avec Cameroun Tribune qui nous apprend que ça déménage du côté de Mbankolo après ce drame survenu il y a quelques jours qui a tué près de 30 personnes. Une cinquantaine d'habitations situées dans la zone à risque ont été détruites, mais ces personnes sont toujours, on va le dire comme ça, cloîtrées à la maison de parti RDP comme Kana, pour ceux qui connaissent Yaoundé, Hervé Villar. La question c'est oui, il faut bien se déménager, mais pour où finalement? Oui, je pense rester éternellement dans cette salle-là. Non, je pense que progressivement, eux-mêmes ils vont trouver où partir. Je dis bien, progressivement, eux-mêmes vont trouver où partir. C'est vrai que ce n'est pas ça la solution, mais c'est toujours bien d'avoir des Camerounais vivants. D'avoir des Camerounais vivants que des avoirs morts. On préfère les avoirs errants comme morts. Parce que là, morts, ils ne nous servent plus à rien. Au moins vivants, ils pourront se débrouiller comme les Camerounais se débrouillent. Parce qu'il faut rappeler que tous les Camerounais d'ensemble se débrouillent. Est-ce que c'est même la débrouillardise qui amène les Camerounais à aller construire là où on ne devrait pas construire? Il faut rappeler sur ce plateau que le rôle de l'État, c'est un rôle régalien, c'est de protéger les citoyens et leurs biens. Et je pense que si l'État faisait d'abord ça, faisait ce travail avec entrain, on éviterait autant de morts
suite aux éboulements, suite au fondement des immeubles mal construits, parce que de par sa mission régalienne, verrait à ce que les Camerounais s'établissent là où c'est sécurisé. Au moins, on éviterait les 30 morts de Yaoundé. Donc, c'est vrai, de Banco le temps pour moi. C'est vrai quand même qu'il se pose un problème de leur relocalisation, ou bien leur recasement, plus exactement, leur recasement. On va les loger où? Je pense que nous avons dénoncé sur ce plateau depuis des années le problème de la politique de logement des Camerounais ici. Et que même les logements qui étaient dits des logements sociaux ne jouent pas véritablement ce rôle de logement social, parce qu'il faut avoir accueilli un logement social, c'est à partir de moins 18 millions. Et 18 millions de francs CFA, ce n'est pas un montant que pour avoir les petits Camerounais que vous rencontrerez dans la rue. Non, puisque les Camerounais sont habitués de débrouillards. Et donc, à ce niveau, on a parlé on a raté, n'est-ce pas, de cette politique a été un échec qu'il faudrait repenser. Maintenant, c'est déjà bien qu'on ait trouvé la possibilité de loger au niveau de la maison des partis. Mais quand on sait que parmi eux, il y a des élèves, il y a des étudiants, il y a des travailleurs, est-ce qu'ils vont rester là? Il faudrait donc trouver que l'État, qui a encore tous les moyens, je dis bien l'État a encore tous les moyens de pouvoir le faire, de les loger, de créer un village, pourquoi pas, de créer un autre village pour pouvoir les loger. En attendant que vous puissiez avoir les moyens, on peut vous accompagner dans un projet de recasement. Donc l'État a tous les moyens pour pouvoir le faire. Bon, maintenant, c'est déjà bien qu'on les casse, qu'ils quittent d'abord la zone là, comme ça on aura affaire aux vivants. Votre réaction, Roger Tchekwa, que pensez-vous justement de cette façon dont sont faites les choses? En effet, c'est une catastrophe, un drame qui est arrivé, auquel les gens ne s'attendaient pas, même si, il faut le dire, des chercheurs, même des étudiants ont prédit ce drame-là sur le Mont Bankolo. Comme plusieurs autres. Oui, des gens avaient prédit cela. Donc, tenant compte de l'État sur le terrain. Bon, maintenant que c'est arrivé, l'État demande aux occupants de se recaser ailleurs, mais c'est à cet état, vous ne pouvez pas chasser les gens et ne pas leur proposer où est-ce qu'ils vont aller se recaser. Je crois quand même que c'est un drame qui est arrivé, on ne s'attendait pas, mais comme dans la vie de toute organisation, dans toute société, quand il y a un imprévu arrive, on trouve des palliatifs pour résoudre ce problème-là. Voilà donc, Bankolo, ça déménage, sujet à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune. Sortons rapidement avec le sport, l'actu sport qui parle des Lions indomptables du Cameroun. L'équipe du Cameroun qui se cherche toujours après ces 2 défaites en match amicaux contre la Russie et contre le Sénégal. Hier, vous avez regardé ce match avec Villa, un mot peut-être sur la prestation des Lions? Oui, prestation, je ne dirais pas à la limite insipide, parce qu'on ne peut pas finir un match comme ça sans tirer au goal. On n'a pas fait le moindre tir cadré. Hier, comme pour dire que la résistance face au Sénégal a été une résistance très âpre et qu'on n'a pas été, on n'était pas à la hauteur, n'est-ce pas, de se rencontre. C'est vrai qu'on dirait que le Sénégal nous a gagné par un seul but à 0 et un but qui a été inscrit par penalty. C'est ça qui caractérise les grandes équipes. La chance ne sourit qu'aux esprits préparés en matière de football. On ne sait pas créer les occasions qu'il fallait pour pouvoir inscrire les buts. Et je peux dire contrairement au match contre la Russie, où on croyait qu'il y avait déjà une stratégie qui mettait sur pied, n'est-ce pas, au moins au niveau offensif. On ne sait pas créer des occasions de but. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait encore travailler, parce que notre équipe se cherche encore. Heureusement que nous sommes en train de perdre lors des matchs. Avec ce qu'on a vu hier, on peut dire qu'on n'est pas prêt pour la CAN. On n'est pas prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations, parce que vous voyez que. Mais regardez comment nous on a joué hier. Il n'y a pas encore la transmission des balles, une construction de manière séquencée qui se fait entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. On a rarement vu ça. Et quand même ça arrivait au niveau de la ligne offensive, il y avait pas, on ne savait pas faire la dernière passe. Et on a eu cette occasion que peut-être 3 ou 4 fois. Malheureusement, ce n'est pas passé. On n'a pas su mettre la défense sénégalaise très robuste, très organisée et très présent en danger. Ça veut dire qu'on a encore des soucis. Et même, c'est vrai qu'on se cherche, c'est la vérité. Il y a également que j'ai l'impression que le coach, malgré l'effectif qu'il a, n'a pas encore trouvé son numéro dur. On dirait certainement que oui, les Amouaris, ça n'était pas là, les Choumoudji n'étaient pas là. Mais attendez, s'ils sont absents, on n'ira pas à la CAN, on ira jouer à la CAN. Il faudrait regarder l'effectif. C'est bien qu'on rencontre des difficultés comme ça pour découvrir nos vrais talents. Et alors, certainement qu'avant la CAN en janvier prochain, on aura mis quelque chose sur pied qui permettra
de surprendre. Et pourquoi pas de faire comme l'équipe de 2017 à qui on n'avait pas donné une notion de chance. On s'en vous redire sur quoi rapidement cette équipe de J'ai regardé ce match amical contre le Sénégal avec beaucoup d'intérêt. Pas tant que j'attendais la victoire, mais simplement parce que je veux voir comment notre équipe nationale va se comporter face au Sénégal. Et nous savons que c'est une équipe... Bon, c'est vrai que nous avons été qualifiés presque à la dernière journée. Avec 3 buts à 0. Le mot dernière journée, c'est rien. C'est 3 buts à 0. Mais quand on a regardé ce match, ma foi, Hervé, tu l'as déjà dit, nous avons beaucoup de chemin à faire. Il y a des réglages à faire. Parce que ce que moi j'ai regardé, il y a ce problème de lourdeur. De nos joueurs et qui n'ont pas en même temps cette vélocité que nous avons observée chez les Sénégalais, la vélocité dans les actions, la passation des balles, la circulation du ballon. Donc, ajouté à ça, il se trouve qu'on n'a pas un fond du jeu. Et Hervé l'a dit, on a le net sentiment qu'après, quand on regarde plusieurs matchs successivement, on a le sentiment que le coach ne trouvons pas encore l'équipe type. Mais ma foi, je me dis qu'il y a des joueurs qu'il faut changer parce qu'il y a des gars lourds parmi au sein de notre équipe nationale Fagnon de foot. Le milieu de terrain des raisonnables, ça souffre. On a rarement vu hier des positions. C'est vrai que Olivier Cham, c'était très volontaire, mais ça ne suffit pas d'être volontaire. Voilà. Ça ne suffit pas la volonté, il faudrait bien qu'il continue à faire le travail qu'il fait, mais en jouant avec les autres aussi. On vous a compris, cher monsieur, il y a encore du travail pour Rigobert Sambanac dans l'équipe qui se cherche, sujet à lire dans l'Actu Sport. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de la revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été nombreux à nous regarder ce matin. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, le Duponnet, Gabin Tissac, Derek Simzi, Innocent Abega aux caméras et Mos Fongo à la réalisation. Rendez-vous demain pour une autre édition de la revue des Grandes Unes. Restez sur notre antenne juste après nous, c'est 10-12 le Zénith.